à tous et à tous, et merci de m'avoir invité à votre journée d'études aujourd'hui. Donc, je suis Émilie Guillemin et je travaille donc pour la CIMAD en Île-de-France. Je vais vous préciser en quelques mots vous connaissez peut-être déjà très bien la CIMAD, mais je me permets quand même de prendre un petit peu de temps, quelques minutes, pour vous parler de cette association et son histoire, qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans l'histoire qui a été présentée juste avant. Et après, donc, je m'efforcerai de vous présenter non pas un parcours de migrants, car c'est vraiment chose impossible, mais essayer d'illustrer un petit peu les situations de personnes étrangères qu'on rencontre en travaillant à la CIMAD. Donc la CIMAD, c'est une vieille association. Elle est née en 1939, donc dans un contexte très particulier. Et au départ, c'est un mouvement de jeunes protestants, qui se sont mis ensemble pour accueillir des migrants, mais des migrants internes, puisqu'en fait, c'était des personnes évacuées des zones de Strasbourg qui allaient dans le sud de la France et qui se retrouvaient un peu perdus dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Donc ces jeunes protestants sont venus en aide. C'était une aide, voilà, un accueil, une aide humanitaire, un accueil, on peut dire, de ces personnes évacuées par les zones de combat. Et très vite, ces jeunes protestants se sont retrouvés à intervenir dans des camps, qu'on appelait souvent des camps d'internement, où vous pouvez retrouver les réfugiés espagnols dont on parlait tout à l'heure, mais également des réfugiés de l'Allemagne nazie. Et puis petit à petit, ces camps sont devenus des camps vraiment d'enfermement, avec le risque de la déportation vers les camps de concentration. Et donc la CIMAD est très vite rentrée, en fait, après cette phase d'aide humanitaire, est très vite rentrée en résistance pour essayer de défendre ces populations. Ça me semble important de revenir sur cette histoire parce que ça permet de comprendre aussi dans quelle position se trouve la CIMAD aujourd'hui. La CIMAD tient vraiment à son indépendance et à alerter la société, les politiques, sur les situations qu'elle juge préoccupantes en France notamment. Donc bien sûr, les actions de la CIMAD ont beaucoup évolué depuis 1939 et en fonction des enjeux de l'époque. Aujourd'hui, je vais m'arrêter vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui. La CIMAD cherche à être auprès des personnes les plus stigmatisées, opprimées, et donc principalement auprès des personnes étrangères. Notre action va consister à accueillir, orienter et défendre les personnes étrangères qui sont confrontées à des situations administratives, soit pour demander un titre de séjour, donc le droit de séjourner ici en France, ou obtenir le statut de réfugié en France. Et nous assurons cette mission en mettant en place des permanences socio-juridiques qui sont assurées par des équipes bénévoles et qui vont faire ce travail d'accueil, d'information et d'aide dans ces démarches administratives. L'association est également présente dans les lieux privatifs de liberté, principalement dans les centres de rétention administrative, qui sont des lieux où l'administration française enferme les personnes étrangères qui n'ont pas de papier et qu'elle souhaite expulser du territoire français, et également dans les prisons, là pour le coup auprès des personnes étrangères détenues qui rencontrent là aussi des difficultés pour faire valoir leurs droits à séjourner en France et toutes les démarches pour essayer d'éviter leur expulsion. Elle aide également à l'insertion des personnes réfugiées, notamment en Île-de-France, par la gestion d'un centre d'hébergement pour des réfugiés et leurs familles qui se situe à Massy dans l'Essonne. Par ailleurs, elle a également une mission internationale qu'elle se donne en soutenant principalement des partenaires dans les pays du Sud pour essayer de favoriser l'accès aux droits des personnes migrantes, notamment dans les pays de transit, et de manière générale défendre le droit des migrants. La CIMAD tire sa force, sa légitimité du fait qu'elle est présente aux côtés des personnes et qu'elle est présente sur tout le territoire et qu'elle fournit une analyse de la situation politique actuelle au niveau français et européen. Et à partir de son action de terrain et de ses analyses, elle va être force de proposition, force de critique aussi beaucoup, mais j'insiste sur les deux volets, c'est-à-dire que certes on alerte beaucoup, on peut critiquer les politiques migratoires, mais on propose aussi des alternatives, car il nous semble qu'aujourd'hui les politiques françaises et européennes en termes d'immigration ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels et qu'il y a vraiment des choses à travailler. Donc elle mène à partir de ça un certain nombre d'activités de plaidoyer, j'ai oublié de mettre mon petit déroulé, des actions de plaidoyer et des actions de sensibilisation. Je vous donne un exemple en termes d'actions de sensibilisation. On organise chaque année un festival qui s'appelle le festival Migrants Scène et qui est un festival culturel où notre idée est de mélanger les regards portés sur l'immigration, des regards d'artistes, de militants associatifs, mais aussi de chercheurs, pour essayer de changer justement le regard porté sur les migrants,
sur leur situation, sur l'histoire des migrations. Donc chaque année, on définit un thème de travail. L'année dernière, c'était les réfugiés, pour essayer de réfléchir à notre perception justement des réfugiés, essayer de mieux comprendre l'histoire et ce qu'ils jouent aujourd'hui dans notre société. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là sur la CIMAD, on peut en parler beaucoup, mais vous trouvez sur le site de la CIMAD beaucoup d'informations, et notamment on a fait un gros travail historique sur l'histoire de la CIMAD il y a quelques années, au moment des 70 ans de la CIMAD, et qui est une bonne manière aussi de se plonger dans l'histoire de l'immigration à travers des témoignages, de personnes qui intervenaient à la CIMAD, mais aussi des témoignages de migrants. Donc justement, pour revenir vraiment à notre sujet, donc le parcours des personnes migrantes, donc je vais en effet essayer de vous donner quelques illustrations des personnes qu'on peut rencontrer dans nos permanences. Les personnes qu'on rencontre dans nos permanences ont des parcours très très divers, que ce soit par la route empruntée pour venir en France, par leur parcours migratoire, mais du fait de leurs origines aussi, des motifs d'immigration, de leur situation familiale, de leur éducation, du niveau d'éducation, du niveau professionnel. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible de présenter un parcours type d'une personne migrante, mais je peux seulement vous donner quelques points d'éclairage pour essayer de comprendre dans quelle situation aujourd'hui se trouvent les personnes étrangères. Peut-être une petite précaution, on pourrait se dire que les personnes qui s'adressent à la CIMAD sont les personnes qui vont rencontrer le plus de difficultés pour accéder à leurs droits. C'est pas faux, en effet. Généralement, les personnes qui viennent nous voir parce qu'ils rencontrent des difficultés. Mais il est important de comprendre qu'en fait, cette difficulté administrative va concerner en fait tout le monde, enfin toutes les personnes étrangères, qu'il n'y a pas de différence de traitement, quel que soit le niveau d'éducation, la profession, le fait d'être francophone ou non, le fait d'être, par exemple, même marié à un Français ou non. On voit vraiment qu'il y a un traitement des personnes étrangères de manière différenciée par rapport au reste des habitants en France. De plus, on reçoit environ, je ne vous ai pas donné le chiffre tout à l'heure, mais environ 40 000 sollicitations par an. Là, je parle uniquement de la région Île-de-France, et on est un peu plus grand, on est Champagne-Ardenne aussi, mais voilà, 40 000 sollicitations par an, c'est pas rien. Ça ne représente pas la totalité des personnes étrangères en France, en Île-de-France, mais c'est quand même une donnée importante. Et puis juste un petit exemple vraiment très précis que je voulais partager avec vous. On a eu quelques années, on a accueilli une élève magistrate qui est venue vraiment à la fin de ses études faire un stage à la CIMAD. Elle était sensible à la question de la situation des migrants en France et elle voulait connaître de plus près une association qui défendait leurs droits. Donc c'était un stage d'observation. Elle a passé beaucoup de temps en fait dans nos permanences. Et la première remarque qu'elle nous a fait à la fin de son stage, c'était qu'elle était complètement stupéfaite de se rendre compte qu'en fait, toutes les situations, tous les récits de personnes étrangères qu'elle avait entendus dans les différentes juridictions auxquelles elle était passée n'étaient pas en fait si farfelues que ça, mais étaient bien des situations réelles. En fait, elle avait le sentiment du côté de la place de magistrat que ce qu'on lui racontait en audience, elle trouvait ça incroyable, elle pensait qu'on en rajoutait, elle disait comment c'est possible que ça soit aussi complexe. Et en fait, en allant dans les permanences, en prenant le temps avec les personnes que nous recevons dans les permanences, elle s'est rendue compte que ces situations étaient bien réelles. Et pour nous, c'était vraiment important de prendre ça aussi en considération, de se dire que d'extérieur, de temps en temps, ces histoires paraissent complètement rocambolesques, alors qu'elles sont bien vécues par les personnes. J'ai mis quelques définitions sur ce petit PowerPoint. C'est des définitions plus juridiques, pour le coup. On n'est pas dans le domaine de la représentation. Pour bien s'assurer qu'on parle des mêmes choses, parce que là, je vais vraiment rentrer un peu plus dans des questions de droit. Donc d'abord peut-être la définition des réfugiés, vous la connaissez très certainement, mais elle est définie donc, par la Convention de Genève, et quelqu'un qui est réfugié, donc c'est une personne qui craint avec raison d'être persécutée de fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Un demandeur d'asile étant une personne qui demande cette protection à un pays et qui a fui son pays d'origine ou bien un pays d'accueil. À côté de ça, je vais relire juste une définition, celle du migrant. Le terme migrant intègre la notion de mobilité, donc il va englober toutes les personnes, ou la plupart des personnes, qui vivent de façon temporaire ou permanente dans un pays dont elles ne sont pas nées, ou elles ne sont pas nées, et qui ont acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. Donc je vais réutiliser ces termes
demandeurs d'asile, réfugiés, migrants. Donc c'est pour ça que ça me semblait important de pouvoir revenir dessus. Quand on s'intéresse au parcours administratif des personnes étrangères, il faut d'abord commencer leur histoire dans les pays d'origine. Car cette question se pose bien à ce moment-là, puisque, vous le savez, un grand nombre de personnes, non pas pour quitter leur pays, mais en tout cas pour arriver dans un autre pays, doivent solliciter un visa. Quand on est français, quand on a un passeport français, on oublie un petit peu cette étape qui est fondamentale. On a la possibilité de voyager dans beaucoup de pays sans visa, et quand on demande un visa, c'est quand même assez rare qu'on ait des difficultés à l'obtenir. Or, dans les consulats de France, dans les différents pays, on rencontre un certain nombre de dysfonctionnements ou d'illégalités très importantes qu'il faut souligner. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans un consulat, quelques petits exemples comme ça ponctuels. Quelque chose qu'on a vu se généraliser depuis de nombreuses années, c'est le développement de sociétés de sous-traitance qui sont missionnées par les consulats pour assurer l'accueil et les prises de rendez-vous pour les personnes qui vont rentrer dans le consulat. C'est une des principales difficultés. Merci. C'est une des principales difficultés rencontrées par les personnes migrantes, c'est ce passage justement par ces sociétés de sous-traitance qui en fait forment le premier filtre pour arriver au consulat. Si on arrive jusqu'au consulat, si on arrive à rentrer dans le consulat, la difficulté va consister à produire les différents documents pour avoir une chance que son dossier soit examiné. Et là, c'est compliqué, notamment parce qu'il y a beaucoup de remises en cause par les services consulaires des documents présentés. Une des difficultés majeures qu'on rencontre, ça va être la remise en cause des états civils des personnes. Je vais prendre un exemple très précis. Quand on est réfugié en France, on a la possibilité de faire venir sa famille rester au pays et qui peut craindre également d'être persécuté du fait que nous-mêmes, on était persécutés dans son pays d'origine. Pour faire venir sa famille, on a quelques facilités quand on est réfugié, mais il faut toujours passer par ce consulat et présenter un certain nombre de pièces. Et on voit des familles qui restent coincées au pays pendant des mois, voire des années, sur ce problème de production de preuves de l'état civil, et tout simplement parce que la manière de délivrer l'état civil dans un pays ne va pas correspondre forcément à l'état civil français, et qu'il y a une vraie difficulté sur ce plan-là. Donc on a besoin de manière très très fréquente de faire des contentieux pour pouvoir prouver l'identité des personnes. Mais on voit aussi beaucoup dans nos permanences des conjoints de Français qui sont, pareil, coincés des mois, des années dans les pays d'origine parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au consulat dans un premier temps, puis parce qu'ils n'apportent pas les documents nécessaires. Donc on voit qu'on a un premier point de blocage qui va être justement sur cette politique de délivrance de visa qui pose problème et qui va conduire en effet les personnes à emprunter des parcours migratoires beaucoup plus compliqués que la voie légale avec des visas. Alors si on arrive à obtenir ce visa, c'est pas forcément simple pour autant de rentrer en France. En effet, on a un blocage au niveau des aéroports, notamment principalement à Roissy. Encore une fois, des blocages sur la contestation des documents présentés. La CIMAD fait partie d'une association qui s'appelle l'ANAFE, qui est présente en zone d'attente, qui est un lieu, zone d'attente des personnes qui voudraient rentrer en France et pour lesquelles on conteste l'entrée. Juste quelques chiffres, on a recensé à peu près 9000 personnes qui sont placées en zone d'attente en 2015 et près de 12 000 refus d'entrée sur le territoire. Avec parfois des personnes qui viennent, comme aujourd'hui, par exemple, d'un pays étranger pour un colloque en France pendant un temps. Ça nous est arrivé très fréquemment d'organiser des colloques à la CIMAD et d'avoir des collègues sénégalais qui étaient coincés en zone d'attente et qui n'ont pas pu assister au colloque. Donc ces parcours migratoires dangereux qu'empruntent de plus en plus les personnes, je ne vais pas les développer là maintenant, on en entend beaucoup parler, juste peut-être vous donner un point d'information qui me semble essentiel, c'est que ces parcours migratoires deviennent de plus en plus complexes, dangereux, risqués pour les personnes, on le sait parce qu'ils traversent des zones de conflit très difficiles, mais également ces parcours migratoires se complexifient du fait des politiques européennes en termes d'immigration. Et je vais prendre un exemple qui est un peu le bras armé de l'Europe sur la surveillance et le contrôle des frontières, qui est une agence dont on entend plus parler maintenant, qui s'appelle Frontex.
qui est une agence qu'on présente souvent, en tout cas les politiques aiment bien la présenter comme une agence européenne qui viendrait sauver les vies en danger qui traversent la Méditerranée. Je vois quelques sourires, c'est bien sûr pas du tout sa mission. La mission de Frontex, c'est vraiment une mission de surveillance et de contrôle et de fermeture des frontières. Et les missions de Frontex vont avoir un impact, en effet, sur les parcours empruntés par les personnes. On va être bloqué quelque part, donc on va essayer de chercher une autre voie, et donc ces voies deviennent de fait de plus en plus dangereuses. La CIMAD fait partie d'un collectif qui essaie d'éclairer justement sur les missions de Frontex, qui a un fonctionnement très très opaque, et on a mené une campagne, qu'on mène toujours d'ailleurs, qui s'appelle Frontexit, et qui vous permettrait éventuellement, si ça vous intéresse, de chercher un peu plus d'informations. Juste une petite donnée sur Frontex, elle a été créée en 2006 avec un budget de 19 millions d'euros. En 2016, enfin d'abord je vais faire le chiffre 2014, on était à peu près à 94 millions d'euros. Et pour 2016, on est à 246 millions d'euros, en sachant que le budget de Frontex n'est pas uniquement ces 246 millions d'euros, puisque les États apportent en plus des moyens en hommes, mais aussi en équipement. Je vous donne juste quelques chiffres, parce que moi je trouve ça assez révélateur. Frontex disposait de 53 hélicoptères, 328 navires, 291 équipements portatifs. Et ce qu'on appelle équipements portatifs, c'est des détecteurs de battements cardiaques, des unités de radar. Pardon. 53 hélicoptères, 328 navires, 291 équipements portatifs. C'est des unités de radar, des détecteurs de battements cardiaques. Voilà, je m'arrête sur cette parenthèse et je vais reprendre plutôt le parcours des personnes en commençant par le parcours des demandeurs d'asile, avec quelques exemples. Je vais d'abord commencer un petit peu sur l'instruction même des demandes d'asile et après je parlerai de parcours un peu du combattant de ces personnes. Sur l'instruction de la demande d'asile, je vais vous donner un exemple. Un de mes collègues suit depuis quelques mois maintenant un demandeur d'asile birman. Plus précisément, il est Rohingya. C'est une minorité musulmane présente en Birmanie qui n'est pas reconnue, ou très peu par la Birmanie, et qui est en fait opprimée par les autorités birmanes. Faute d'interprète en Rohingya, c'est très compliqué de trouver un interprète en Rohingya, ce monsieur a été entendu en Bangladesh, qui n'est pas du tout sa langue d'origine. Il est passé par le Bangladesh à un moment donné, donc il parle un petit peu, mais... nous l'expliquons comme ça, en tout cas faute d'interprète, l'OFPRA a estimé que son récit, l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés apatrides, qui est l'organisme qui instruit les dossiers de demande d'asile en France, a estimé que son récit était pas très sérieux et qu'en fait c'était un Bangladais qui se faisait passer pour un Birman. La juridiction administrative de recours, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, a pris la même décision. Donc ce monsieur donc, a vu sa demande d'asile rejetée. Nous, au moment où on l'a rencontré, en fait, on s'est rendu compte que c'était un monsieur qui était fréquemment invité à des colloques, à des conférences, qu'il était interviewé par un certain nombre de revues qui s'intéressaient à la cause Rohingya. Et donc on s'est dit, soit c'est un attributeur qui arrive vraiment à tromper beaucoup de monde, soit effectivement c'est un monsieur qui est vraiment un défendeur de cette cause et qui a vraiment des risques en cas de retour en Birmanie. Devant ces éléments, on va introduire une demande de réexamen avec, qui va faire en lien avec la CIMAD. Et voilà. Qu'est-ce que va révéler cette situation? Tout d'abord, un premier point, c'est les manquements qui peuvent exister, les dysfonctionnements qui peuvent exister dans l'instruction des demandes d'asile. Et le deuxième point, c'est peut-être que les 70% de personnes qui sont déboutées de leur demande d'asile ne sont peut-être pas, en fait, vraiment des faux réfugiés, mais c'est peut-être des vrais réfugiés non reconnus. Plus exactement. En tout cas, c'est voilà, pour vous montrer que très souvent on dit qu'il y a 30% de réfugiés et les autres sont des personnes qui utilisent la demande d'asile pour essayer de séjourner en France. C'est pas si simple que ça et en tout cas ça pose question. Un autre petit élément sur ce point qui étaye ce point-là, c'est le taux de reconnaissance par nationalité. Quand on étudie un petit peu ce taux de reconnaissance, on se rend compte qu'il va varier dans le temps pour une même nationalité. Ça pourrait s'expliquer parce que dans le pays d'origine, les choses vont mieux, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je vous prends l'exemple des Tchétchènes. Dans le milieu des années 90, les Tchétchènes avaient
dans 100% des situations, le statut de réfugié. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et pourtant, la situation est similaire. Donc, en fait, on va se rendre compte que le taux de reconnaissance peut aussi varier en fonction de la situation géopolitique et des politiques, des contextes politiques de l'époque. Les Tchétchènes étaient presque l'essence du parfait réfugié il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le Syrien qui va être le parfait réfugié. Par contre, le Congolais qui a les mêmes risques dans son pays d'origine, lui, ne va pas du tout obtenir le même statut de réfugié. Donc, ces taux de reconnaissance varient et l'impact extérieur est fort. Je ne vais pas développer plus ce point, même s'il est très très intéressant. Je vous incite à lire les travaux de Karen Akoka, qui est maître de conférence à l'université de Nanterre, et qui a notamment fait un gros travail sur Karen Akoka. Qui a fait un gros travail sur la définition même du réfugié. Je vous donne juste ce petit point-là. Donc, Convention de Genève qui a été écrite en 1951 et qui, en fait, a retenu la version occidentale du réfugié. C'est-à-dire que cette conception du réfugié, telle que défendue par ce bloc occidental, c'est la défense des libertés politiques individuelles des citoyens contre les violences politiques. À côté de ça, il y avait une vision des États socialistes de cette conception du réfugié qui cherchait à imposer une définition du réfugié comme victime de violences économiques. Donc on voit déjà même au moment de la définition du statut de réfugié, il y avait vraiment deux manières de voir les choses, et c'est la version occidentale qui a été retenue et qui continue, on va dire, cette définition du réfugié continue à évoluer et a toujours une empreinte forte politique. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et je vous laisserai prendre connaissance des travaux de Karen Akoka. Et je vais revenir sur le parcours des demandeurs d'asile. Je vous ai parlé de l'instruction. Maintenant, je voudrais juste vous parler du parcours administratif. Le schéma, je ne sais pas si on le voit très bien, c'est un peu flou. Ouais. Peu importe le détail, c'est juste pour vous montrer, ça correspond aux différentes étapes pour demander l'asile en France. On pourrait estimer que ce qui serait le plus simple, ce serait que la personne étrangère puisse solliciter directement l'OFPRA pour déposer sa demande. Ce n'est pas le cas. Jusqu'à l'année dernière, il a toujours fallu passer en fait, par la préfecture pour déposer s'enregistrer auprès de la préfecture pour déposer une demande d'asile. Et depuis la dernière loi sur l'asile, depuis le 1er novembre 2015, maintenant les demandeurs d'asile doivent d'abord passer par une plateforme d'accueil associative qui gère pour l'État l'accès à la demande d'asile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne étrangère qui souhaite déposer une demande d'asile doit aller d'abord sur cette plateforme. Cette plateforme va lui donner un rendez-vous à la préfecture, et la préfecture va lui donner les différents documents pour déposer une demande d'asile à l'OFPRA. Donc c'est déjà un peu compliqué, et pour quelqu'un qui ne parle pas français, comprendre ce système, c'est pas simple. Donc on peut comprendre pourquoi ces personnes ont besoin de l'aide, notamment d'associations comme la CIMAD. Je vous donne juste un exemple pour montrer à quel point c'est compliqué, et surtout que le schéma paraît simple comme ça, mais que dans la réalité, c'est bien plus complexe. En effet, aujourd'hui, prenons l'exemple de la Seine-Saint-Denis. Les personnes étrangères qui souhaitent déposer une demande d'asile doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès de cette plateforme. Et aujourd'hui, en étant vraiment tenace et en prenant beaucoup de temps pour appeler cette plateforme, il faut facilement 1 mois pour réussir à obtenir un rendez-vous sur cette plateforme. Et puis après, continuera le schéma. Pendant ce mois, qu'est-ce qui se passe pour la personne demandeuse d'asile? Elle n'est pas vraiment considérée comme demandeuse d'asile, puisqu'elle n'a pas encore commencé les démarches. Donc, elle ne peut pas faire valoir ses droits. Elle n'a pas le droit de travailler et elle ne peut pas bénéficier d'aide matérielle. Elle ne peut pas avoir accès encore à une protection maladie, même si elle a des problèmes de santé, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur la demande d'asile. Je vais maintenant vous parler, illustrer un petit peu le parcours de personnes qu'on pourrait appeler personnes migrantes, plus précisément des personnes qui souhaitent déposer une demande de titre de séjour en dehors donc de la question d'asile. Tout d'abord, donc je voulais vous dire que les conditions d'accès à une régularisation sont de plus en plus complexes et restreintes. Il faut en effet avoir en tête que
une vie familiale importante en France, des liens privés en France, un travail en France ou de nombreuses années de présence en France ne vont pas suffire à obtenir un titre de séjour et qu'il faut remplir un certain nombre de conditions assez complexes pour pouvoir avoir le droit de séjourner en France. Je vais vous donner juste quelques exemples. Alors, peut-être juste vous redire que tout le droit des étrangers est rassemblé dans un code qui s'appelle le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, qu'on appelle donc le CESEDA. Je vais vous donner un exemple de restriction. Peut-être savez-vous qu'il est possible d'obtenir un titre de séjour du fait de nombreuses années de présence en France. Plus précisément, au bout de 10 ans de présence en France, on peut déposer une demande de titre de séjour. Il y a quelques années, cette possibilité d'avoir un titre de séjour était une possibilité de plein droit, ce qui signifie qu'à partir du moment où on remplit toutes les conditions, qu'on apportait toutes les pièces, la préfecture devait délivrer un titre de séjour. Un exemple de restriction, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un droit de plein droit, mais c'est un pouvoir discrétionnaire du préfet. C'est-à-dire que même si la personne remplit toutes les conditions, la préfecture a la possibilité de lui refuser la délivrance de ce titre de séjour. Et c'est ce qu'on va remarquer en fait dans les textes législatifs adoptés ces dernières années, c'est une diminution en effet de la délivrance de plein droit des titres de séjour. On va voir aussi, pardon. Non, c'est la discrétion du préfet. Le préfet a beaucoup de pouvoir. Il peut régulariser à sa discrétion qui le souhaite, mais il peut aussi refuser les personnes en estimant que voilà, il n'y aurait pas assez de documents. Il y a beaucoup de motifs qui peuvent être évoqués. Peut-être un autre élément sur la limitation des conditions d'accès à un titre de séjour. Il est possible d'obtenir un droit au séjour pour des parents dont les enfants seraient très gravement malades et qui nécessiteraient, dont la pathologie nécessiterait des soins en France et qui ne pourraient pas être prodigués dans le pays d'origine. Ces parents d'enfants très malades ne peuvent pas obtenir un titre de séjour d'1 an, mais n'ont droit qu'à une autorisation provisoire de séjour qui va avoir une durée limitée, dans le temps et qui est beaucoup plus courte qu'1 an, c'est souvent 6 mois, alors même que les soins pour leur enfant peuvent être très très longs. Leur droit au travail n'est pas toujours assuré non plus, et jusqu'à l'année dernière, seul un des 2 parents pouvait obtenir un droit au séjour, comme si un enfant n'avait pas besoin de ses 2 parents mais que d'un seul parent auprès de lui. Je voulais vous parler également des difficultés pratiques, là encore une fois, d'accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. J'ai parlé du consulat tout à l'heure. On rencontre nombre de personnes qui sont victimes de ces dysfonctionnements d'accès aux services publics pour déposer leur demande d'asile. N'importe quoi, de titre de séjour, excusez-moi. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans un rapport que la CIMAD a publié il y a quelque temps, qui s'appelle « À guichet fermé », et qui dénonce la mise à distance des personnes étrangères des guichets des préfectures, avec véritablement un blocage dans l'accès même à la préfecture pour les personnes étrangères. Comment est-ce que cela se matérialise ? Vous avez souvent entendu parler des nombreuses files d'attente très longues devant les préfectures, qui sont souvent dues à des quotas mis en place par les préfectures, mais il y a bien d'autres manières encore pour empêcher l'accès aux préfectures. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple très concret d'un de mes collègues qui accompagnait une femme récemment, justement pour déposer une demande de titre de séjour après 10 années passées en France. Ils sont arrivés le matin très tôt à la préfecture, vers 8h du matin. Je ne vous raconte pas tous les détails, mais ils ont réussi à vraiment mettre le pied dans la préfecture à 15h de l'après-midi. Ils ont rencontré donc un agent de la préfecture qui a pris le temps donc, de parler avec eux, à qui donc, ils ont exposé la situation. Et la personne leur a dit « Ah non, désolé, en fait, pour les demandes de 10 ans de présence en France, il faut venir le matin. » Donc
mon collègue a longtemps expliqué que oui, en effet, ils étaient là le matin, mais qu'en fait, voilà, ils n'avaient pas pu rentrer du fait du monde. Bon, l'histoire s'est plutôt bien terminée pour cette personne parce qu'elle était accompagnée par la CIMAD. C'est-à-dire qu'on a beaucoup protesté, et au bout d'un moment, elle a pu être reçue, mais la grande majorité des personnes se retrouvent refoulées, donc reportées à un autre jour, avec les mêmes difficultés, encore une fois, pour rentrer dans la préfecture. Sur les 10 ans de présence en France, c'est vraiment un exemple important puisque c'est récurrent. Ça peut arriver aux personnes d'arriver à la préfecture et, encore une fois, de faire la queue et puis de voir sur la porte de la préfecture, quand ils ont avancé, que aujourd'hui, le 16 juin, en fait, non, on ne prendra pas de dossier 10 ans de présence. On n'en prendra pas pendant 15 jours, il faut revenir voilà, au mois de juillet, mais sans plus d'explications. Une des difficultés qu'on rencontre aussi, c'est les questions de dématérialisation des prises de rendez-vous. Qu'est-ce que c'est ? Au départ, on trouvait que c'était plutôt positif, hein, c'est la possibilité de prendre un rendez-vous par Internet. Donc très bonne chose, ça peut éviter justement ces longues files d'attente devant la préfecture. On a rencontré un premier problème qui était que ces prises de rendez-vous étaient parfois exclusives. Or, les personnes qu'on rencontre sont parfois pas forcément très familières d'Internet, n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux, n'ont pas forcément de photocopie d'imprimante pour imprimer leur convocation, etc. Donc il y avait déjà un blocage qui était un blocage, voilà, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus passer par le guichet, il fallait seulement passer par le médium Internet. Le deuxième problème, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que cette dématérialisation des prises de rendez-vous était très souvent une manière de bloquer l'accès. À savoir que quel que soit le temps qu'on passe devant son ordinateur, en fait, il n'y a jamais de plage de rendez-vous disponible. Alors si, on a trouvé une petite plage à un moment donné, donc on donnait ça comme conseil aux personnes, c'est un peu bizarre. En fait, on s'était rendu compte que les rendez-vous étaient renouvelés la nuit de dimanche à lundi. Donc en se connectant vers minuit et quart, minuit 20, on avait une chance, peut-être, de trouver une plage de rendez-vous disponible. Et autant vous dire que c'est... Enfin bref, maintenant ça ne marche plus. Donc voilà des exemples vraiment concrets de difficultés d'accès même au guichet pour déposer une demande de titre de séjour. La deuxième difficulté qu'on va rencontrer, c'est le problème de l'enregistrement de la demande. Et là, c'est le vaste chantier de constituer le dossier et les pièces justificatives pour déposer le dossier. Et là, c'est un travail vraiment très complexe, en effet, très ardu. Les pièces sont nombreuses à présenter. Et surtout, les préfectures, les administrations sont toujours friands de nouvelles pièces. Donc on voit une sorte de surenchère à la constitution du dossier, c'est-à-dire de surenchère de pièces justificatives qui ne sont pas prévues par les textes. Parce que les pièces sont prévues par les textes, en fait. C'est très clair, il y a une liste de pièces à présenter qui est très claire. Mais les personnes rencontrent ces difficultés que les guichetiers, de plus en plus, demandent des pièces supplémentaires. C'est des directives, bien sûr, de la préfecture, hein, c'est pas l'initiative du guichetier, mais il y a de plus en plus de pièces demandées, et notamment des pièces illégales. Je vous donne un exemple. C'est très très fréquent que les préfectures demandent que les personnes apportent un passeport. Or, ce n'est pas du tout toujours simple d'obtenir un passeport pour les personnes, parce qu'il n'y a pas de consulat, mais parce que aussi le consulat ne délivre pas de passeport si les personnes ne sont pas en situation régulière en France, ou n'ont pas de passeport biométrique. Enfin bon, il y a beaucoup de difficultés. Le passeport n'est pas du tout une pièce obligatoire pour grand nombre de dépôts, pour grand nombre d'obtentions de titres de séjour. Ça a été confirmé par le Conseil d'État, et pour autant, les préfectures continuent à exiger ce passeport. Donc là, on voit une difficulté dans l'enregistrement. J'ai oublié de vous parler de l'information. On a de nombreuses personnes qui... 5 minutes, il me reste. Oula, il faut que j'accélère. Sur l'information, la difficulté pour les personnes d'obtenir la bonne information sur les pièces à présenter, mais aussi sur quelle démarche entreprendre. Je vous donne un exemple. C'est sur la préfecture de Nanterre notamment. Elle est caractérisée par ça. La préfecture de Nanterre dit à tous les conjoints de Français qu'il faut retourner dans le pays d'origine pour obtenir un visa long séjour, pour obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Ce qui est faux. Et donc, il y a un grand nombre de personnes étrangères qui repartent dans le pays d'origine, alors qu'ils pouvaient faire leur demande en France, et qui se retrouvent coincés des mois, des années, avant de pouvoir revenir en France pour vivre avec leur conjoint. Un point peut-être important sur le renouvellement du titre de séjour.
parce que c'est aussi un parcours d'obstacles. Il faut faire une demande de renouvellement alors que le titre de séjour est encore en cours de validité, mais rares sont les fois où les préfectures délivrent un rendez-vous pendant la période de validité. Donc les personnes se retrouvent très fréquemment, pendant une période donnée, sans titre de séjour, avec le risque de perdre leur emploi, leur logement, et tous les droits qui peuvent être liés à ces différents éléments. Comble du comble, il n'y a pas très longtemps, on a eu une situation où la préfecture a reproché à la personne d'être venue trop tard, c'est-à-dire vous avez dépassé la durée de validité de votre titre de séjour, donc il va falloir payer de nouveau les taxes de première délivrance de titre de séjour. En fait, pour obtenir un titre de séjour, il faut en effet payer les taxes qui peuvent aller jusqu'à 600 €, et pour le renouvellement du titre de séjour, on paye une centaine d'euros. Et là, vu qu'elle était en dehors de la période de validité, du fait de la préfecture, parce que la préfecture l'avait convoquée trop tard, la préfecture lui demandait quand même de payer les 600 € requis pour la délivrance d'un premier titre de séjour. Voilà. Je vais essayer donc petit à petit de conclure. Qu'est-ce que ça révèle en termes de politique publique et de pratique envers les personnes étrangères? D'une part, premier point, une complexification des lois et un système conçu structurellement pour rendre difficile l'accès aux droits. Et puis juste, j'en dirai quelques mots, un système de gestion de l'immigration par le contrôle, la surveillance et l'enfermement des personnes. Donc, je souhaitais développer un petit peu les différents types de politiques. On a déjà vu beaucoup de choses, mais on peut caractériser les politiques françaises en termes d'immigration de la sorte. D'une part, des politiques de dissuasion des personnes pour déposer une demande de titre, et des politiques aussi de suspicion. On remet en cause tout ce que va déclarer les personnes étrangères. Ça se fait à la préfecture beaucoup, notamment avec cette exigence de preuves, etc. Mais aussi auprès d'un certain nombre d'administrations. C'est quelque chose d'assez récent, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, même de mairie pour un mariage, etc. Voilà, il y a un climat de suspicion envers les déclarations des personnes étrangères. Et on voit aussi donc une politique de précarisation des titres de séjour et de la situation administrative. Et peut-être juste dire quelques mots sur la politique en termes de surveillance, de contrôle et d'expulsion. La France, en effet, la politique française en termes d'immigration, je retrouve mes notes, est caractérisée par une gestion des migrations par l'enfermement. C'est vraiment important de le savoir. La France est le premier pays en Europe à enfermer des personnes étrangères, qui enferme le plus de personnes étrangères. On a dénombré en 2015 47 000 personnes enfermées dans les centres de rétention administrative, en sachant que le deuxième pays qui enferme, c'est l'Espagne, et c'est 5 fois moins que la France. Sur ces 47 000 personnes, on n'a pas les chiffres exacts encore, mais on a entre 35% et 40% de personnes expulsées. On va voir, j'essaie de résumer, dans les différentes lois récentes sur l'immigration, et il y en a eu 2 dernières en 2015 et 2016, un développement des dispositifs de surveillance, de contrôle et d'éloignement des personnes. C'est-à-dire un développement de mesures administratives qui vont permettre de surveiller les personnes étrangères et de faciliter leur expulsion, en dehors même des centres de rétention. Je vais prendre un exemple. On va voir le développement dans la dernière loi de mars 2016 des assignations à résidence, qui sont des mesures administratives que vous connaissez très certainement, où les personnes sont obligées de pointer régulièrement, avec une périodicité fixée par avance, pendant le temps que l'administration essaie de les expulser. On va voir des pratiques de préfecture ou de la police de convocation pour essayer d'inciter, c'est presque un euphémisme, de forcer, d'inciter fortement les personnes à repartir. Et ça, c'est des développements de mesures assez dangereuses aujourd'hui en termes de liberté publique, avec des grandes difficultés pour accéder à la justice, justement, dans ce cadre-là, pour défendre leurs droits. En fait, il y a des possibilités de recours, toujours, qui sont prévues par les textes, mais qui sont de plus en plus restreintes. Je vous donne un exemple. Il y a une multiplication des obligations à quitter le territoire, où le délai de recours est de 48 heures. C'est-à-dire qu'il faut déposer son recours dans les 48 heures suivant la notification.
Donc pour une personne étrangère qui ne parle pas forcément français, qui ne connaît pas forcément toute l'administration, etc., faire un recours en 48 heures, c'est vraiment très très complexe. J'ai beaucoup résumé, j'espère que je suis arrivée à l'essentiel. Voilà, peut-être, je vous laisserai un petit peu de temps de questions, mais en tout cas, vous dire que la CIMAD donc, est une des associations. Il y en a d'autres, hein. J'arrive pas à passer au suivant. Qui assurent des permanences juridiques pour les personnes étrangères et qui peuvent aider les personnes étrangères dans l'accès à leurs droits. Je vous ai mis quelques exemples ici, il y en a bien d'autres. Et que notre moyen d'action, ça va être un accompagnement individuel pour l'accès aux droits des personnes, mais aussi un accompagnement collectif pour essayer de faire avancer les droits, soit en menant des batailles juridiques, mais également des batailles politiques auprès des préfectures, auprès de l'opinion publique, auprès des décideurs politiques. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, on a organisé les Charter Awards, un peu sur le modèle de Cannes, pour dénoncer les pratiques illégales des préfectures en matière d'enfermement des étrangers. L'idée étant voilà, qu'un certain nombre de préfectures étaient nommées pour voilà, avoir enfermé, par exemple, des Français, des enfants, des étrangers gravement malades. Et donc voilà, on a fait une communication publique autour de ces Charter Awards pour voilà, informer l'opinion publique de ces agissements des préfectures. Merci pour votre écoute. Désolée pour ma longueur. Merci Émilie. Nous avons prévu un petit temps de pause d'une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Émilie avant cette courte pause. Non, sinon, bon, on se retrouve donc à 11h. Oui, Simplement sur la situation des enfants et des mineurs, en fait, dans le, ça va être c'est très court, bien sûr, pour cette question. Mais l'année dernière, on a eu des vagues informations sur le fait que parmi les migrants arrivés sur le territoire français, il y avait un certain nombre de disparitions. J'ai vu cette information-là disparaître dans la presse sans suivi. Donc, et il y a une double question, c'est effectivement est-ce qu'il y a effectivement des cas de mineurs disparus dans les migrants et que vous avez pu observer, est-ce que c'est des cas massifs, et la deuxième, c'est dans ce réseau-là, est-ce que des mineurs, qu'est-ce qu'il y a pour les mineurs isolés en fait? Alors la question des mineurs isolés est une question vraiment très très importante et notamment on se rend compte en étudiant un peu les parcours migratoires et les phénomènes migratoires qu'il y a de plus en plus en fait de mineurs isolés. On le voit en France, mais on le voit notamment au port de l'Europe, dans les fameux hotspots dont vous avez peut-être entendu parler. Au port de l'Europe, on voit de plus en plus de mineurs et vraiment de plus en plus jeunes en fait. Donc en France, en effet, il y a un certain nombre de mineurs isolés étrangers un peu en errance. Puisqu'il y a une vraie difficulté là, de politique publique, hein. Il n'y a pas de prise en charge suffisamment importante de ces mineurs-là aujourd'hui, donc qui peut peut-être expliquer en effet des disparitions. J'ai quelques exemples, moi, comme ça, en effet, de personnes qu'on n'arrivait pas à retrouver, mais je n'ai pas d'analyse sur cette situation de disparition. Par contre, on a un plaidoyer assez fort et une alerte des pouvoirs publics sur, en effet, la prise en charge de ces mineurs isolés qui n'est pas faite aujourd'hui. Dans nos permanences, on voit énormément de ces jeunes dont souvent la majorité est contestée par l'État, qui se retrouvent complètement démunis et complètement en errance, et donc aussi avec les risques voilà, de se retrouver dans des réseaux, etc. Importants. Donc il y a un rassemblement d'associations, notamment à Paris, qui s'appelle l'ADJI, qui assure des permanences juridiques pour essayer de permettre à ces jeunes d'accéder à leurs droits, d'être pris en charge, mais c'est quelque chose de très très complexe.